matinale info continue jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve. Et le journal de 8h est présenté par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. Les Algériens ne lâchent pas la rue. La promesse d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas exercer son 5e mandat entièrement n'a pas calmé la contestation. Nouvelle manifestation hier soir. Nous allons à Alger dès le début du journal. Les auto-écoles à l'assaut de la ville de Lyon. Opération Escargot prévue ce matin. Les professionnels protestent contre la concurrence des plateformes internet. À suivre aussi le grand débat, même en prison. Reportage rare aux côtés des détenus qui eux aussi ont la parole. Et puis Europe 1 au cœur de l'assaut final contre Daesh. Nous rejoindrons Didier François en Syrie. 8h12, Vincent Hervouette reviendra sur la situation en Algérie avec Abdelaziz Bouteflika. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit l'ancien ministre et homme d'affaires Bernard Tapie. Europe 1. Un 5e mandat, oui, mais pas en entier. Voici donc l'unique concession accordée par le camp d'Abdelaziz Bouteflika, le président algérien toujours hospitalisé et dont l'entourage est allé déposer sa candidature hier avec lecture d'une déclaration et la promesse d'élections anticipées auxquelles il ne participera pas. On va retrouver notre correspondant à Alger, Nour Chahine. Bonjour. Bonjour. Cette promesse n'a pas du tout suffi à faire taire la contestation. Oui, effectivement, hier, à l'annonce du maintien de la candidature de Abdelaziz Bouteflika, des Algériens sont sortis manifester à Alger. Peu après 20h, le centre de la capitale était noir. Demande les manifestants ont pris une nouvelle fois la direction du palais présidentiel avant de se heurter à nouveau au cordon sécuritaire renforcé aux abords du siège de la présidence. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, mais sans faire de victimes. Hier, pour la première fois depuis le début de la contestation contre le 5e mandat du président sortant, nous avons vu les forces anti-émeutes de la gendarmerie, un corps militaire qui était jusque-là non impliqué dans le dispositif sécuritaire, ce qui dénote d'un durcissement de temps du côté des autorités. Abdelaziz Bouteflika, que personne n'a vu depuis 8 jours, s'est fait représenter pour le dépôt de son dossier de candidature par son nouveau directeur de campagne et a lu un message en son nom dans lequel il s'engage à organiser des élections anticipées s'il est réélu, avec la promesse de ne pas se représenter pour une 6e fois. D'autres manifestations sont prévues au long de la semaine jusqu'à la marche de vendredi où on attend beaucoup plus de monde. Voilà, merci beaucoup Nour Chahine. On retient donc le durcissement de l'encadrement par les forces sécuritaires de ces manifestations. Vous étiez en ligne depuis Alger pour Europe 1. Une nouvelle soirée de tension à Grenoble. Une dizaine de véhicules incendiés la nuit dernière. Du mobilier urbain a aussi été dégradé. Le quartier Mistral s'est embrasé samedi soir après la mort de 2 jeunes sans casque sur un scooter volé, tués dans un accident de la route au moment où ils étaient poursuivis par la police. La guerre des auto-écoles à présent, traditionnelle contre plateforme internet et le risque ce matin de la paralysie sur les routes de l'agglomération lyonnaise. Les syndicats mobilisés contre la réforme du permis de conduire et contre la concurrence des permis low cost proposés sur le web. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour. Vous êtes notre correspondant à Lyon. Grosse perturbation avec des opérations escargot annoncées pour les minutes qui viennent. Voilà, ça va se passer entre autres sur le périphérique lyonnais à partir de 8h30 et c'est une manifestation assez importante qui s'annonce puisqu'à une demi-heure du départ, on dénombre déjà environ 300 véhicules auto-écoles qui se sont donné rendez-vous ici dans le quartier de Gerland. Des voitures qui viennent de toute la France. On a vu des plaques d'immatriculation en provenance de Toulouse, d'Avignon, d'Auxerre, avec un objectif commun, défendre les auto-écoles traditionnelles face aux plateformes en ligne qui, selon Jean-Louis Bouscarin, patron d'une grosse auto-école de Montpellier, ne respectent pas les règles. On est venu crier notre colère devant ces inégalités de traitement entre les plateformes numériques qui ne respectent aucune des réglementations. C'est de la concurrence déloyale parce que c'est pas de TVA, pas de charges sociales. Alors après, on dit que les auto-écoles sont chères, peut-être, mais eux sont moins chers tout simplement parce qu'ils ne respectent aucune des réglementations. Et ça, c'est pas normal. Donc on est venu le crier haut et fort. Alors dans le viseur des manifestants, il y a notamment la plateforme en ligne lyonnaise Le Permis Libre, dont la fermeture a été prononcée en novembre dernier par le préfet du Rhône, mais qui continue aujourd'hui d'exercer, ce qui énerve passablement Sophie Carcenti, patronne de l'auto-école lyonnaise Conduite Plus. Ils jouent pas le jeu parce qu'ils ont été contrôlés pour travail illégal. 49 personnes devraient être qualifiées en salariat. Depuis 1 an, ils se baladent de tribunaux en tribunaux, ils ne font rien du tout et ils se remettent pas en conformité. Nous, on peut pas prendre d'auto-entrepreneur parce qu'il y a un lien de subordination. Moi, demain, j'ai une fermeture administrative, mon établissement, il ferme. Eux, ils nous rigolent au nez, quoi. Ils sont toujours ouverts. Que fait l'État? Donc c'est pas normal.
C'est donc ce ras-le-bol qui va s'exprimer tout à l'heure avec le départ des cortèges dans à peu près une demi-heure. Cortège qui devrait bloquer donc le périph' lyonnais une bonne partie de la matinée. Jean-Luc Bougeot en direct de Lyon pour Europe 1. Prudence, Laurent Cabrol, vous le disiez tout à l'heure, ça souffle très fort ce matin. 44 départements sont placés en vigilance orange en raison de vents violents. La côte atlantique, du Morbihan à la Vendée et puis tout le quart nord-est, vigilance qui court jusqu'à 18h ce soir. Europe 1, il est 8h05. Et on en vient au grand débat qui se poursuit partout en France. Il sera clos dans 10 jours maintenant. 1 million de contributions déjà sur la plateforme en ligne, 9000 réunions publiques. On débat dans les villes, mais aussi dans les prisons où une centaine d'événements sont prévus cette semaine pour donner la parole aux détenus. Nous avons pu suivre exceptionnellement l'un d'eux dans le quartier pour femmes de la prison de Riom, dans le Puy-de-Dôme. Reportage de Yasmina Katou. Barreaux aux fenêtres, la petite salle réservée aux activités se transforme en agora. 15 détenus prennent place sur des chaises en rang, comme dans une classe. Les services publics, on les ferme de plus en plus. Tout se passe maintenant par Internet. Il devrait y avoir une aide. Pas question ici d'aborder les conditions carcérales. Comme dans tout débat, on parle fiscalité, démocratie, services publics, transition écologique. En prison, on a beaucoup de plastique. Trop de plastique. D'ailleurs, toutes réclament la mise en place du tri sélectif en prison. Comme Cynthia, 31 ans, enfermée depuis 6 ans. C'est elle qui a inscrit la majorité des participantes. Elle reste sceptique malgré son implication durant le débat. Ça m'a intéressée, j'y ai participé, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que je suis un peu hors du temps. Les gilets jaunes, je comprends ce que c'est, mais je ne sais pas ce que c'est. Je me dis, il est où l'intérêt de venir nous demander ce genre de choses? Moi, de l'intérieur, ça ne change rien pour moi, quoi. Après 2 heures d'échange parfois un peu houleux, la parenthèse citoyenne se referme. C'est l'heure de la promenade, l'occasion peut-être de continuer à débattre. À Riom, Yasmina Katou, Europe 1. En pleine campagne européenne, Emmanuel Macron tente la réconciliation avec l'Italie de Matteo Salvini. Des propos excessifs, des péripéties, il faut aller au-delà, a dit le président français hier soir sur une chaîne italienne. Il a aussi invité son homologue italien Sergio Mattarella à venir célébrer avec lui les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Ce sera à Amboise début mai. Europe 1. À suivre dans le journal de Sébastien Krebs, reportage au cœur du dernier bastion de Daesh. Nous rejoindrons Didier François en Syrie. À tout de suite. La suite du journal avec Sébastien Krebs et nous partons en Syrie. Est-ce une question d'heure ou de jour? Une chose est sûre, le dernier bastion de Daesh va tomber à Barouz en Syrie. Les derniers djihadistes sont retranchés, assiégés et ont subi ces dernières heures un déluge de feu de la part des forces arabo-kurdes soutenues par la coalition internationale. Bientôt, le proclamé État islamique n'aura donc plus de territoire, mais est-ce pour autant la fin de Daesh? Écoutez, nous venons de joindre l'envoyé spécial d'Europe 1, Didier François, qui suit sur place les derniers combats. Une victoire militaire sur Daesh serait une excellente chose puisqu'elle privera cette organisation d'un territoire sanctuarisé et de revenus considérables. Pour autant, le combat contre l'État islamique sera loin d'être terminé après la reprise de Barouz. L'endoctrinement pratiqué par Daesh dans l'ensemble du califat au cours des 5 dernières années a profondément marqué les esprits, comme d'ailleurs l'explique le commandant Afrin. La victoire ici à Barouz sera évidemment très importante car c'est la fin du contrôle territorial de Daesh sur l'ensemble de la région. Mais attention, le courant idéologique de Daesh, lui, ne sera pas détruit. Ça sera une bataille de très long terme. Ils ont semé ici des graines qui empoisonnent très profondément la société et ça prendra des années pour se débarrasser de ce poison. Témoignage recueilli par Didier François, envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido va-t-il finir en prison? Celui qui s'est proclamé président par intérim a annoncé qu'il rentrait au pays aujourd'hui après une tournée en Amérique du Sud. Il risque une arrestation pour avoir violé son interdiction de sortie du territoire. Me séquestrer serait l'ultime erreur du régime de Maduro, dit-il. Il appelle ses partisans à descendre à nouveau dans les rues aujourd'hui. Et puis aux États-Unis, cette tornade extrêmement meurtrière en Alabama, des vents qui ont atteint 266 km/h ont provoqué des dégâts considérables. Bilan 22 morts et plusieurs disparus. Ce chiffre pourrait encore augmenter. Allez, on part à la montagne maintenant où les vacanciers profitent en ce moment des plaisirs de la glisse. Et tous les vacanciers peuvent dévaler les pistes, même lorsqu'un handicap les empêche de chausser des skis traditionnels. Des cours réservés à ceux qu'on appelle les handiskieurs sont organisés à l'Alpe d'Huez. Hélène Terzian a pu suivre une leçon.
Jules, 16 ans, est installé les pieds allongés dans un fauteuil fixé à des skis. Dans les mains, des petits bâtons avec au bout des spatules pour l'aider à se diriger. Première étape, prendre le télésiège avec son moniteur Alex. Si tu te mets en arrière, voilà. Moi je chausse, toi tu te tiens sur tes stabilos. T'es prêt ? Toujours prêt, moi. Arrivé en haut des pistes, Jules n'a qu'une hâte, la première descente. Le ski, c'est un des seuls moments où je suis entièrement libre. Je pense à plus rien. T'oublies ton handicap ? Oui, totalement. Allez, c'est parti, on y va. Avant, Alex dirigeait le fauteuil de son élève. Désormais, il le suit quelques mètres derrière pour l'assister, par exemple en cas de chute. L'inclinaison du corps dans la bonne direction, c'est toute une gestuelle. Nous, on peut mettre un petit coup de frein en faisant du chasse-neige, alors que lui, il va falloir qu'il se mette en travers de la pente pour freiner. C'est ça qui est beaucoup plus technique, mais il maîtrise. Ça fait trop plaisir. Le ski, c'est le seul sport où Jules ne sent pas de limite physique. Le handball, je peux pas sauter. Le tennis, je peux pas tout faire non plus. Là, je suis à égalité avec tout le monde. Je peux faire toutes les pistes, parfois du hors-piste. Bon, la dernière fois, j'en ai un assez mauvais souvenir, mais bon, c'était bien drôle quand même. Jules s'entraîne dur presque tous les week-ends. Il aimerait un jour participer aux Jeux paralympiques, l'Alpe d'Huez et l'Interzian Europe 1. Merci, c'était le journal de Sébastien Crêpe.